Cette fois, c'est officiel, la marine indienne a commandé des Rafales. Frédéric, tu es notre spécialiste défense sur Aérobuzz. C'est un dossier que tu suis depuis le début. En 2022, l'Inde faisait état de 57 avions pour sa marine nationale. Aujourd'hui, elle en a commandé combien? La marine indienne a commandé 26 avions. Alors attention, tous ne sont pas des avions marins. Dans les 26, tu as 22 Rafales marines qui iront donc sur le porte-avions indien, et sans doute aussi sur le français, et peut-être un jour sur les Américains. Enfin. Et puis, quatre autres sont des Rafales biplaces terrestres qui serviront à former les pilotes de la marine indienne, à l'instar de ce que pratique la France d'ailleurs, hein, puisqu'on a en France l'ETR, l'escadron de transformation Rafale, qui mêle pilotes de l'armée de l'air et de la marine et qui dispose de quelques biplaces et qui entraîne tout ce petit monde sur, au moins pour les premiers vols ou pour les vols de spécialisation sur le biplace. Tu peux nous rappeler les grandes différences entre le Rafale terrestre et le Rafale marine? Ah ben la beauté du truc, c'est qu'il n'y en a pas. Question suivante. Non, non, la différence essentielle, c'est le train d'atterrissage, bien sûr, la crosse d'appontage. Il faut se souvenir que le Rafale a été conçu avec une ossature, on va dire, conçue pour résister à une utilisation marine. Ce qui fait que l'avion présente une très grande communalité entre la version terrestre et la version marine. Il n'empêche que le marin doit peser 500 kg de plus sur la balance que la version terrestre, à cause de ces différents équipements qui sont ajoutés, donc la crosse, le train renforcé. Mais voilà, ce sont des avions très très proches. Et alors, le Rafale était en concurrence avec des avions américains, je suppose. Oui, une étape importante a été franchie en 2022 quand il y a eu cette compétition, ces essais à terre entre le Super Hornet de Boeing, donc ex-McDonnell Douglas, et le Rafale. L'idée de ces essais était de tester les avions à partir d'un plan incliné, autrement dit d'un tremplin, puisque ça sera la configuration du porte-avions indien, le Vikrant. Il ne disposera pas de catapulte. Les avions décolleront par la seule poussée de leur réacteur en utilisant ce plan incliné. Donc en 2022, les deux concurrents s'étaient retrouvés à Goa sur des installations d'essai indiennes pour faire leurs preuves avec ce mode de décollage. Ouais. Et donc il avait fallu attendre une année à peu près, et en 2023, les Indiens avaient annoncé la victoire du Rafale Marine. À l'époque, ils avaient déjà choisi le Rafale terrestre. Oui, bien sûr. D'ailleurs, je crois qu'à l'époque, déjà, tous les 36 Rafales terrestres avaient déjà été livrés. Donc l'Inde avait déjà une très bonne connaissance de l'avion, connaissait ses qualités. Et il est évident que s'ils avaient eu des soucis rédhibitoires sur le Rafale terrestre, ils n'auraient pas choisi le Rafale Marine. En prenant le Rafale Marine, ils gagnent sur plusieurs tableaux, hein. Ils gagnent avant tout sur l'idée que les deux avions sont pratiquement interchangeables, que les pilotes sont formés de la même manière, mis à part la partie marine, bien sûr, mais pour le reste, c'est le même avion, c'est le même système d'armes, ce sont les mêmes pièces détachées, mécaniciens ont la même formation, les armements sont interchangeables. Enfin voilà, on peut lister à l'envi tout ce qui est tout le gain qu'il peut y avoir en associant ces deux flottes. Et alors donc, ces Rafales marines sont destinés à remplacer quel type d'avion? Quels sont les avions équivalents actuellement qu'utilise l'Inde? Alors des équivalents, il n'y en a pas. Il n'y a rien qui équivaut au Rafale. Mais l'Inde a le bonheur et le malheur d'utiliser des MiG-29K, qui sont des avions un peu anciens maintenant, hein, au niveau du système d'armes. Au niveau du système d'armes, ça n'a rien à voir avec le Rafale. Les capacités sont très inférieures. Ce sont des avions qui aussi posent des problèmes de dismodibilité au niveau surtout des moteurs. Ce sont des avions à la russe, donc très solides, mais avec un potentiel assez limité. Et l'Inde utilisait aussi auparavant des arrières, des scies arrières, qu'elle n'utilise plus, qu'elle a retiré déjà il y a quelques années. Donc là, elle est vraiment partie sur des avions à décollage assistés par tremplin et appontage avec brin d'arrêt, comme sur les porte-avions classiques. Donc c'est ce qu'on appelle les porte-avions Stobar. Short take-off avec atterrissage par brin d'arrêt. Alors donc chaque fois que Dassault vend des Rafales, c'est en fait toute l'équipe, la team Rafale, comme ils aiment le dire, la team Rafale qui est gagnante. Quels sont les grands bénéficiaires de cette nouvelle commande? Les principaux gagnants de cette affaire, ce sont les 500 sociétés françaises qui sont souvent citées par Dassault d'ailleurs, hein, qui contribuent à la fabrication de l'avion. Mais dans ces 500, tu as quand même deux poids lourds qui se dégagent. C'est Thales qui fournit le radar, l'optronique, les systèmes d'autodéfense, l'avionique d'une manière générale. Et puis Safran qui fournit la motorisation et le train d'atterrissage. Et puis, tu as un gros joueur aussi, hein, qui est un petit peu à part, hein, qui mène sa vie à côté, mais qui est MBDA, spécialiste des missiles et des munitions de précision. Et MBDA, bien sûr, peut se frotter les mains parce que c'est un client de plus pour sa panoplie de missiles.
Avec un bémol toutefois, c'est que les Indiens ont leur propre industrie missilière, leurs propres équipementiers en la matière, et que donc ils vont se faire un plaisir d'intégrer leurs propres armements sur le Rafale. C'est d'ailleurs peut-être aussi ce qui a joué en faveur du Rafale, ou même sans doute, c'est cette capacité qu'ont les pays clients à entrer dans l'avion et à installer leur propre système. On parle par exemple de nacelles de désignation laser, de viseurs de casque et bien sûr d'armement. Les Américains sont beaucoup plus réticents en la matière. Alors, on sait aussi que chaque fois que l'Inde signe un contrat comme ça, il y a des contreparties et c'est le programme Make India. Est-ce que tu as une idée des contreparties qui sont exigées cette fois-ci? Il est évident que là, que Dassault travaille sur le long terme depuis les toutes premières négociations pour la fourniture des Rafales, depuis la compétition MRCA qui nous ramène au milieu des années pratiquement 2010, ou même début des années 2010. Les compensations industrielles sont un point à la fois de négociation majeur et aussi ça a été un point d'achoppement puisqu'on se souvient que les Indiens voulaient au début, avaient évoqué la possibilité d'acheter, je crois que c'était 126 Rafales, à condition de pouvoir les fabriquer sur place. Dassault n'avait pas trop marché dans la combine parce que qui dit fabrication sur place dit contrôle qualité qui leur échappe, enfin beaucoup de choses qui échappent à l'avionneur. Et Dassault avait jugé que c'était un peu risqué à l'époque. On va avancer rapidement dans le temps. Voilà, les Indiens achètent finalement 36 Rafales sur étagère, hein, fabriqués à Mérignac, à côté de chez moi. Et ça, c'est important, il faut quand même le dire aussi, ça compte. Et donc, Dassault a depuis mis en place une industrie. Alors, on sait que les Indiens travaillent sur le Falcon 2000 Hmm. chez eux. Et puis, ils ont développé donc ce matelas de savoir-faire hein, depuis plusieurs années maintenant, qui travaillent sur le Falcon 2000, dont on peut penser que maintenant ce matelas est suffisamment épais pour qu'ils puissent en tirer parti, pour qu'ils commencent à fabriquer aussi, ou se préparent à fabriquer un jour des éléments de Rafale. C'est ce qu'évoque la presse indienne. Hein. La presse indienne parle de fabrication de fuselage. Donc c'est tout à fait crédible, enfin on peut l'espérer. Et donc ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, alors je pense pas que ça arrive à temps pour ce lot de 26 avions, mais ça ouvre des portes très intéressantes pour la commande de plusieurs dizaines de Rafales supplémentaires pour l'armée de l'air par contre. Et là on parle de Rafales terrestres. Hein. De l'armée de l'air indienne, hein? De l'armée de l'air indienne. Oui. Mhm. Quoique, enfin, je pense pas que l'armée de l'air française achète un jour des Rafales fabriqués en Inde, mais beaucoup de choses sont possibles. On peut imaginer, par exemple, que l'Inde puisse accéder à certains marchés export du Rafale, comme d'ailleurs les Américains le font avec la F-35 en déléguant la fabrication de certaines pièces à des pays étrangers. Sans que ce soit forcément une bonne chose, parce qu'on l'a vu par exemple avec le 787 que ça posait in fine beaucoup Mhm. plus de problèmes que ça apportait de réponses. Mais bon, l'histoire est un éternel recommencement, donc. Alors, avec ce contrat, donc l'Inde devient le premier utilisateur des deux versions du Rafale, c'est-à-dire la version terrestre et la version marine. Je dis le premier après la France, hein, donc le Oui. premier à l'export. Est-ce que ça peut déclencher d'autres achats par d'autres pays? Par d'autres marines, tu veux dire des avions Oui, embarqués? oui, Ah, oui. avions embarqués, ça, on a vite fait le tour des clients potentiels. Hein. Les Anglais, s'ils avaient été un peu plus malins, ils seraient partis sur cette idée, mais bon, ils ont préféré construire des châteaux forts flottants qui servent à pas grand-chose. Les Américains, on imagine mal qu'ils achètent du Rafale Marine, et il y a très très peu finalement de marines dans le monde qui ont besoin de chasseurs embarqués comme ça. Et il y a les Chinois, bon, on sait ce qu'il en est. Non, la marine, ça va être compliqué. Les petites marines européennes comme l'Italie ou l'Espagne ont des porte-aéronefs. Ce ne sont pas des bateaux qui sont adaptés à un avion de combat comme le Rafale. Par contre, ce qu'il est très intéressant de noter, c'est qu'effectivement, la France, on va dire jusqu'à aujourd'hui, mais la France est le seul pays à avoir développé un avion identique à 95% ou 96% ou 17% dans sa version terrestre et dans sa version marine. On sait que les Américains ont développé trois versions du F-35, hein, le F-35 terrestre, le F-35 à décollage court et atterrissage vertical, et un troisième F-35 pour être embarqué sur porte-avions, le F-35C, avec une voilure différente. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette exclusivité française ne va pas durer très longtemps, puisque les Chinois ont très habilement copié les Sukhoi 30 russes, et ont très habilement su leur greffer un train d'atterrissage marin qui permet aujourd'hui de catapulter, donc avec une barre de traction à l'avant du train d'atterrissage, qui permet de catapulter l'avion depuis un porte-avions classique avec catapulte. Donc voilà, ils auront eux aussi un avion identique en version terrestre et en version marine, modulo le train d'atterrissage qui sera différent d'une version à l'autre. Ouais.
Je reviens là-dessus parce que moi, c'est ce que je trouve le plus passionnant dans cette affaire, c'est qu'on voit que Dassault, qui en est quand même il en est qu'à sa deuxième génération d'avions marins finalement, il a fait l'étendard puis le super étendard dans les années 60-70. Il retente le coup avec le Rafale et il met dans le mille du premier coup. Ça, je crois qu'on peut tirer un coup de chapeau au bureau d'études de Dassault des années 80, 70-80, qui a su très très bien résoudre cette équation. On se retrouve aujourd'hui, le Rafale se retrouve, et là, cette compétition indienne est passionnante parce que on voit qu'on s'est retrouvé dans un combat assez juste, finalement, assez sans show-strap, contre le F-18 Super Hornet, qui est un avion de la même génération à peu près, hein. Et il est arrivé quelques années plus tôt, mais très très peu. Bien le Rafale l'a emporté haut la main, enfin l'a emporté. Alors qu'encore une fois, le Rafale est un petit avion, hein. C'est un avion qui fait 10 tonnes à vide, pendant que le Super Hornet en fait 13 ou 14. Donc il est quand même un tiers plus gros, le Super Hornet. Small is beautiful, hein, bravo au Rafale, mais small est very compliqué aussi, hein, parce que c'est pas donné à tout le monde de savoir faire compact et léger. On a beaucoup parlé du Rafale Marine et je voudrais prolonger cette conversation, Gilles, en présentant deux livres qui sont passionnants et qui aideront à bien comprendre l'avion et son utilisation. D'abord aux éditions Nimrod, ce livre de témoignages de Yannick Piard, La pointe du diamant. C'est un bouquin qui a beaucoup de valeur parce que c'est un des rares témoignages de la marine sur les opérations, notamment en Libye, les opérations des Rafales, donc marines, embarquées sur le Charles de Gaulle. Et puis une Bible, une somme de l'ami François Besse et Jacques Desmazures, Rafale Marine, essai en vol pour navaliser un chasseur, édité à compte d'auteur, je crois. Si vous le trouvez d'occasion, jetez-vous dessus. C'est un bouquin passionnant et je pense que c'est le bouquin le plus complet qui ait jamais été écrit en français sur le développement et la mise au point d'un avion. Je sais que la maison Dassault a fait entièrement confiance à Jacques Desmazures, qui était un ancien responsable du développement de l'avion ou des essais en vol, je ne sais plus trop, mais enfin qui était une pointure chez eux. Et il y a quand même des explications et des graphiques dans ce livre qui sont assez stupéfiants. Voilà. Merci Frédéric pour ces conseils de lecture. Si cette vidéo vous a plu, ben, je vous invite à la liker et puis également à vous abonner. Et puis nous vous donnons rendez-vous tous les jours sur aérobuzz.fr.